maintenant parler de Don Romano, celui que nous avions surnommé le faux curé. Vous en aviez entendu parler, d'ailleurs la France entière en a entendu parler, puisque beaucoup de journaux avaient repris cette rocambolesque histoire. Nous pensions qu'il s'était rangé, apparemment il serait réapparu et aurait recommencé. Les enquêtes sont menées par nos journalistes, et notamment Stéphane Martin. Don Romano, le retour, regardez. À Épinal, pendant 3 semaines, un homme s'est fait passer pour un secrétaire du Vatican afin d'abuser de la population locale. Il a célébré les offices religieux et puis il a disparu. Il y a 7 ans, un homme a fait la une de l'actualité nationale. Rocambolesque, le personnage alors âgé de 41 ans s'est fait passer pendant plusieurs semaines pour un homme d'église. Messes, confessions et enterrements, pour lui rien d'impossible. Toute la population d'Épinal se rappelle encore, comme si c'était hier. Rencontrer un personnage de fiction comme ça, je crois pas que j'aurais eu 2 fois l'occasion de le faire. Il dit oui, je t'assure, il m'a confessé. Moi j'ai dit j'espère que t'as pas dit de bêtises parce qu'il y a dû se fendre la gueule. Hein. Les paroissiennes qui le voyaient, qu'elle à la messe tous les jours, qui le voyaient, ont été mais suffoquées. Ils disaient c'est pas possible, personne ne pouvait y croire. Au centre de tous les débats, la presse enquête. L'usurpateur n'en est pas à son coup d'essai. En 1994 et 1995, il a déjà été condamné pour des faits similaires à Montpellier et à Lourdes. À chaque fois, sa cupidité le perd, il ne peut s'empêcher de délester ses victimes de quelques milliers d'euros. En l'occurrence, ce sont 3 chèques dérobés qui le conduisent à sa perte. Surnommé Don Romano par les médias, il est arrêté et écroué à Chamalières. Une fois sa peine purgée, notre faux curé accepte de venir s'exprimer sur le plateau des 7 péchés capitaux. Nous sommes en octobre 1999. Vous avez conscience que ce que vous avez fait est quand même assez terrible, mais j'espère que vous vous engagez ce soir à ne plus jamais recommencer. Ah, mais c'est terminé. Devant nos caméras, il accepte de revenir sur ses exactions et nous explique comment célébrer une messe devant un parterre de fidèles et d'hommes d'église sans jamais avoir été ordonné prêtre. J'ai choisi une aube, pas trop luxueuse, parce que c'était pas mon goût. Bien pour 3000 francs, j'avais une étole et une aube. Pendant plusieurs années, Don Romano disparaît de la circulation. Mais en 2000, il refait surface dans le sud de la France, à Draguignan. Des semaines durant, faux bénévole de l'association Saint-Vincent de Paul, il détrousse les plus démunis en récupérant de l'électroménager qu'il revend à son profit personnel. Claude Fayolle, président de cette association, nous raconte. Il avait décidé de demander une contribution, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, demander de l'argent, il a revendu un petit peu ce matériel, et puis un jour il est disparu en omettant de nous remettre la caisse. Lorsqu'on se permet d'attaquer des pauvres gens, il n'y a pas de nom, quoi. C'est ignoble. Démasqué mais pas arrêté, Don Romano se retire sous d'autres cieux plus cléments. Il reprend la route direction l'Isère et un haut lieu du pèlerinage, Notre-Dame de la Salette. Nous sommes en 2002, là encore, il officie des mois durant, il console les pèlerins éplorés moyennant finance. Sans aucun scrupule, il facture ses prestations liturgiques, ne paye pas ses notes d'hôtel et soutire même 4500 € à une veuve éplorée. Tout aurait pu se dérouler sans le moindre accroc, mais il commet une erreur lors d'une messe qui n'échappe pas au vrai prêtre. Le père Hervé nous raconte. J'ai eu comme une intuition, et mon intuition s'est révélée juste. Il y a quand même une dame qui lui avait donné un chèque de 4500 €. C'est quand même pas une bagatelle. C'est fait arrêter à ce moment-là dans le sanctuaire, oui. C'était le matin où il devait partir. Et on a téléphoné à ce moment-là à la gendarmerie de Corps. Et ils m'ont dit « Gardez-le, ne laissez pas partir, on arrive ». Cette fois, Don Romano doit répondre de ses péchés, mais devant la justice. La sanction est sans appel. Multirécidiviste, il écope de 10 mois de prison ferme. Les tribulations du célébrissime Don Romano semblent prendre fin. Sa 13e condamnation paraît être la bonne.
Si vous pouvez me pardonner, ça me permettra de repartir d'un pied nouveau dans la vie. À notre grande surprise pourtant, le vendredi 20 janvier, un email arrive à la rédaction. Il semble que Don Romano n'ait pu résister à la tentation. Stéphane Fontenille et sa famille semblent être aux prises avec notre homme. Sans la moindre hésitation, nous décidons de partir à sa rencontre. Nous découvrons un homme affecté et inquiet pour ses proches. Il nous explique avec sa mère de quelle manière Don Romano a fait irruption dans leur vie. Il m'est présenté comme le conjoint de ma tante en tant que quelqu'un de haut placé auprès d'un ministère. Il s'occupe d'une clinique psychiatrique, il a un cabinet de psychiatrie et quelqu'un d'influent. Comme quoi il était décoré de la Légion d'honneur, mais qu'il attendait que M. Chirac lui donne lui-même. Rien ne me laisse supposer que je suis en face de quelqu'un peu recommandable. Désormais, Don Romano n'est plus. Il a troqué sa soutane contre la blouse blanche du médecin, place au docteur Romano, éminent psychiatre. Rapidement, il pêche par orgueil. L'oncle de Stéphane a des problèmes de santé. Sans hésiter, il lui propose d'être soigné par l'un de ses confrères. Nous nous sommes procuré cette lettre de recommandation et après vérification, le confrère dont il est question n'existe pas, tout comme l'hôpital où il est censé exercer. Selon Stéphane, la farce serait tournée au cauchemar. Ma famille prend le train et suite à un empêchement, soi-disant un échange de coups de couteau dans sa clinique psychiatrique, il se désiste du voyage en disant je vous rejoindrai le lendemain. Et ma tante, totalement alarmée, prévient ma mère en disant mon conjoint a totalement disparu. Le docteur Romano semble s'être volatilisé. Aucune nouvelle de lui pendant 8 jours. Stéphane, inquiet, décide de chercher un indice dans ses effets personnels. Il en découvre mais pas du tout ce qu'il espérait. Dans un instant, le face-à-face très attendu entre Stéphane et Don Romano. Les interrogations sont nombreuses et Stéphane veut des réponses. Quels sont les véritables projets de Don Romano à l'égard de sa tante? Stéphane est inquiet. Il faut faire quelque chose, moi j'en peux plus. Ça fait 1 an et demi que ça dure, que je tiens ma famille à bout de bras, que je m'occupe de ses affaires. Regardez dans quel état est ma mère. Nous sommes à bout. À bout. Moralement, c'est une torture. Qu'est-ce que vous imaginez? Je m'imagine tout. Il nous faut des réponses. Nous irons donc à la rencontre de Don Romano, mais l'homme va se montrer fuyant. S'il vous plaît. Je travaille pour Julien Courbet. On s'est déjà vu. Monsieur, s'il vous plaît, on avait 2-3 petites questions à vous poser. Est-ce que je peux vous passer Julien Courbet? La suite dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous revenions sur l'incroyable histoire de Don Romano. Nous avions par le passé déjà croisé sa route dans les 7 péchés capitaux. Condamné pour falsification de chèques, pour vol, pour usurpation de titres, pour escroquerie, l'ex-faux curé fait aujourd'hui peur à toute une famille qui craint pour l'avenir d'un proche. Stéphane redoute de voir sa tante âgée influencée par ce beau parleur. Don Romano a déjà fait une victime au sein de sa famille, son oncle de 75 ans, handicapé. Notre faux curé a dérobé le carnet de chèques du vieil homme et a fait de la prison pour cela. La suite de notre dossier. Je tombe sur un chéquier d'un autre oncle qui lui-même est hospitalisé avec un dossier que soi-disant il avait remis au procureur. La pièce d'identité de cet oncle a disparu et je m'aperçois qu'il y a des valeurs sur ce chéquier qui sont non intitulées et manquantes. La stupeur est totale. Stéphane découvre que les chèques volés à son oncle ont été utilisés frauduleusement pour diverses transactions. Toute la famille se mobilise alors, bien décidée à mettre un terme aux frasques de Don Romano. Une plainte est déposée contre lui, une aubaine pour les services de police qui le recherchent depuis des mois. Pour la 14e fois et avec l'aide de Stéphane, l'usurpateur est arrêté. Il est arrêté le lundi soir et le mercredi, je me retrouve avec ma mère au tribunal de grandes instances de Lyon pour assister à une comparution immédiate de cet individu. Et mon avocat plaide et ce personnage prend 1 an de prison ferme. Le faux prêtre médecin politicien passe une nouvelle fois derrière les barreaux.
À tort, Stéphane et sa mère Marie pensent ne plus jamais avoir affaire à lui. Pourtant, à sa sortie de prison, Don Romano retourne chez la tante de Stéphane. Ils nous font part de leurs craintes. C'est quelqu'un qui s'attaque à des personnes âgées, vulnérables. Oui, c'est totalement de l'impuissance. C'est très très difficile, alors qu'on était une famille unie. Et je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse rien faire avec des individus pareils. Aux abois, Stéphane et Marie n'ont d'autre alternative que de demander de l'aide à leur avocat, maître Thierry Dumoulin. Depuis plusieurs années, il lutte contre Don Romano et l'a déjà fait condamner par le passé. Il semble avoir de nouvelles informations sur notre homme depuis sa sortie de prison. Selon lui, Don Romano continuerait à utiliser d'autres chèques pour des transactions immobilières douteuses. Nous nous sommes procuré l'un de ces chèques, le doute semble permis lorsque nous comparons les deux signatures, pour le moins différentes. Dupé, illusionné, abusé. Je viens d'apprendre qu'après avoir voulu acheter un appartement par l'intermédiaire de mon client, je viens d'apprendre de surcroît qu'il se proposait de faire vendre l'appartement de cette dame âgée. Selon maître Dumoulin, Stéphane et Marie auraient donc toutes les raisons de s'inquiéter des agissements de Don Romano. Mais une question reste sans réponse, la tante de Stéphane, sa compagne, est-elle victime ou complice? Mystère. Par tous les moyens, Stéphane s'efforce de rencontrer Don Romano, mais l'homme est introuvable. Après plusieurs tentatives, nous parvenons enfin à le joindre. Un rendez-vous est pris à son domicile. Stéphane s'y rend, équipé d'une caméra cachée. Moi, ce que je vous propose, c'est que demain, on se voit. On fait table rase du passé. Moi, maman en a beaucoup. La famille déchirée, c'est bien dommage. Stéphane, quoi que vous ayez pu penser, quoi que vous puissiez encore penser, et j'arrive à le comprendre, tout ce qui est ici appartient à votre tante. Aucun de ses biens n'a été délapidé. Les voitures sont à son nom. Le jour où il lui arrivera quelque chose, ce sera vous les héritiers, c'est pas moi. J'ai toujours refusé aucune donation, aucune procuration sur les comptes. Ce qui est très mal vu pour un escroc. Notre homme se veut rassurant. Selon lui, sa compagne est entre de bonnes mains. Néanmoins, Marie ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour sa sœur. Savoir que j'ai une sœur qui est en train de se faire posséder, c'est le cas de le dire, quoi qu'il lui arrive, eh bien la porte sera toujours ouverte pour elle. Nous sommes sur notre plateau réservé aux coups de téléphone. Nous avons déjà par le passé croisé la route de celui que l'on appelle Don Romano dans les 7 péchés capitaux. Mais ce soir, la situation est plus délicate. Une femme de 78 ans est peut-être sous son influence depuis 2 ans. Cette femme est la tante de Stéphane. Allez, attention, s'il vous plaît, silence sur le plateau. Stéphane semble croire que cette relation n'est motivée que par l'argent. Il a quelques raisons de le penser. Don Romano a déjà fait une victime au sein de sa famille. Son oncle de 75 ans, handicapé. Notre faux curé a dérobé le carnet de chèques du vieil homme et a fait de la prison pour cela. Il a volé un chéquier d'un oncle qui lui-même est hospitalisé et malheureusement... Est-ce que vous avez la preuve de ça? Oui, bien sûr, puisque nous avons déposé plainte. Et c'est suite à cette affaire que ce sinistre individu est reparti prendre quelques vacances bien méritées aux frais de l'État. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il y a 3 mois, dès sa sortie de prison, Don Romano est retourné vivre avec la tante de Stéphane. Marie redoute une issue dramatique. Elle nous raconte ce qu'elle sait de l'histoire d'amour un peu particulière entre sa sœur aînée et Don Romano, plus jeune de 30 ans. Soyons quand même bien clairs, votre tante, votre sœur, donc madame, qu'on le veuille ou non, est peut-être consentante. Qu'est-ce que vous reprochez, qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui qu'elle serait manipulée? Parce qu'elle croit tout ce qu'il lui dit. Que quand il part, eh ben, il est en mission pour le gouvernement, que... Ça, elle vous le raconte? Ah bah oui, ce que j'ai peur, moi, c'est que quand il sera arrivé à ses fins, eh bien, qu'il l'aura complètement dépouillé, il partira, et puis ma sœur, qui a quand même 78 ans, elle se retrouvera dans un mouroir. C'est ce qui me fait peur, parce qu'elle n'aura plus rien. D'après le témoin, Don Romano entretiendrait en parallèle une liaison avec une jeune femme de 34 ans. Une liaison qui vient tout juste de s'achever. Après plusieurs jours d'enquête, nous réussissons à contacter cette jeune femme. Il a été votre ami?
Oui, il a été mon ami, mais durant une très courte période. D'accord. Comme je l'ai connu, en fait, il portait la cocarde et la Légion d'honneur. Les mensonges qu'il pouvait dire, c'était énorme, quoi. Quel genre? Qu'il était directeur de clinique, qu'il avait une gouvernante, qu'il avait un fils alors qu'il n'a pas de fils, qu'il avait de très gros revenus, parce que quand on a été pour l'achat d'une maison, il avait déclaré 20 000 € de revenus mensuels. Ma tante, il la présentait comment? Gouvernante. Sa gouvernante. Ouais. Je pense que quelque part il profite un peu de la situation, mais bon, la personne apparemment n'a pas l'air d'être trop dérangée de ça. Elle est bien au courant, elle le sait, mais bon, elle est tellement sentimentalement accrochée à lui que ça la dérange pas plus. Encore une fois, c'est l'inquiétude qui gagne cette famille. Marie pense que l'amour de sa sœur pour Don Romano est tel qu'il pourrait être amené à en profiter. En effet, Don Romano a déjà par le passé fait parler de lui, et pas en bien. Régulièrement condamné pour falsification et usage frauduleux de chèques, pour grivellerie et pour vol comme à Épinal en 1995, époque à laquelle il jouait les faux curés. Là-bas, on s'en souvient encore. Les paroissiennes qui le voyaient, qu'elle allait à la messe tous les jours, qui le voyaient, ont été mais suffoquées. Ils disaient c'est pas possible, personne ne pouvait y croire. Don Romano d'ailleurs ne manquait pas à l'époque d'un certain cynisme. Quand vous jouez un rôle, il faut aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, le faux curé ne fait plus rire personne. Vous imaginez le quotidien de votre sœur avec ce monsieur? Mais c'est bien pour ça, vous savez, le soir, J'ai de la peine à m'endormir. Qu'est-ce que vous imaginez? Je m'imagine tout, quoi. Il faut faire quelque chose, moi j'en peux plus. Ça fait 1 an et demi que ça dure, que je tiens ma femme, il est à bout de bras, que je m'occupe de ses affaires. Regardez dans quel état est ma mère. Nous sommes à bout, à bout. Moralement, c'est une torture. Ce n'est pas tout. Nous savons également que Don Romano aurait tenté d'utiliser un chèque d'acompte de 30 000 € pour acheter une maison. Ce chèque appartient à sa compagne, la tante de Stéphane, mais la maison n'était probablement pas pour elle. Il s'est présenté chez un agent immobilier qui s'en souvient encore. En fait, il était sincère quand il l'achetait. Mais pourquoi? Pour vivre avec qui, finalement? Après, on se demande, on se pose plein de questions. Comment Don Romano comptait-il s'offrir cette maison de 600 000 €? Avec quel argent? Notre équipe se rend sur place pour obtenir des explications. En parallèle, nous essayons de joindre Don Romano. Nous savons qu'il est présent dans son cabinet car aujourd'hui, il n'est plus curé, il est psychothérapeute. Allô, oui? Oui, c'est Stéphane, là, pareil. Oui. J'ai entendu parler de toi. C'est-à-dire, on m'a présenté un compromis avec un chèque de 30 000 € au nom de ma tante pour l'achat d'une maison avec une autre personne. Non, mais ta tante est au courant, c'est arrangé, ça, oui. C'est quoi cette histoire, toi? Moi, il faut que tu m'expliques, là. Alors, c'est un achat que je comptais faire, et puis... Qu'est-ce que c'est ça? Attends, bouge pas. Don Romano vient de surprendre notre équipe qui d'ailleurs ne se cachait pas. Il interrompt la conversation téléphonique avec Stéphane et se réfugie dans son cabinet. Nous rappelons immédiatement notre journaliste. Nous voulons parler à Don Romano. Il doit répondre aux questions de notre famille inquiète qui ne veut pas voir se renouveler un scénario qu'elle a déjà connu. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Stéphane Martin, est-ce qu'on peut se parler, s'il vous plaît? Non. S'il vous plaît. Je travaille pour Julien Courbet. On s'est déjà vu? Monsieur, s'il vous plaît, on avait 2-3 petites questions à vous poser. Est-ce que je peux vous passer Julien Courbet? S'il vous plaît. Monsieur, il y a eu des problèmes de vente, etc., d'appartements. Notre journaliste insiste, mais l'homme est moins bavard qu'à l'époque où il venait s'exprimer sur notre plateau, il y a 8 ans. J'espère que vous vous engagez ce soir à ne plus jamais recommencer. Ah, mais c'est terminé. C'est vraiment hyper important. Répondez-moi aux questions de Julien. On s'est déjà rencontrés, vous avez déjà rencontré les équipes de l'émission. C'est juste, vous savez, la télévision, ça va bien. Je suis pas une vedette de cinéma. Je fais toujours mon passé, donc maintenant c'est terminé. D'accord? Vous dites à monsieur Courbet qui dit ce qu'il veut dans son émission, ça va être... Monsieur, s'il vous plaît! Don Romano préfère s'éclipser, c'est son droit. Sur notre plateau, de nombreuses questions restent en suspens. Mais le principal objectif est atteint. Désormais, Don Romano sait que tout le monde sait. Récapitulons. Aujourd'hui, nous pouvons penser plusieurs choses. 1, qu'il va disparaître dans la nature comme il l'a toujours fait. Deuxièmement, on ne va plus faire n'importe quoi maintenant, puisque tout le monde est au courant. Troisièmement, même si, je le répète, votre sœur n'a jamais porté plainte,
est amoureuse visiblement de cet homme et peut-être finalement valide tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vous assure que nous n'allons pas vous laisser tomber, bien au contraire. Eh bien, on vous remercie. De rien, madame. Merci et puis, beaucoup. On va arranger ça. Merci, monsieur.